Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bismart, Smart Bourse, c'est tous les soirs à partir de 20h30, nouvel horaire, on fait le tour de la planète finance, tout ce qu'il faut savoir sur la planète marché, il s'en passe des choses, on va décrypter ça avec nos experts, on va avoir dans un instant Tendance mon ami, les infos clés de la bourse, c'est avec Pauline Gratel, ensuite on aura sur planète marché, on va se poser la question sur la défense qui est en vedette, la règle des 3% de déficit vient de sauter, un tabou qui saute pour financer la défense européenne, la vieille Europe qui réagit et se met enfin en ordre, peut-être en ordre de bataille face à Donald Trump. Donald Trump toujours avec des droits de douane sur 17 000 produits et qui s'attaquent également à la TVA. Alors après le Mexique, le Canada, la Chine, on sait que l'Europe est dans le viseur. Comment réagir? On verra ça également. Et puis côté marché, cette remontada européenne est-elle justifiée? Jusqu'où peut-elle se poursuivre? Le CAC est à quelques encablures de son ATH all-time high, c'est-à-dire son record. Est-ce qu'on va le dépasser? Et puis après, que faire? Et on fera un point bien évidemment sur les allocations. On terminera cette édition avec le quart d'heure américain, tout ce qu'il faut savoir du côté de notre envoyé spécial aux États-Unis, Pierre-Yves Dugas, en fin d'émission. Tout de suite, les infos du jour. Et les infos clés sur le marché, c'est avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. On regarde du côté de la défense ce soir avec des valeurs en pleine forme. Oui, aujourd'hui la séance est calme. Les marchés américains sont restés clos pour le President's Day, le jour de commémoration de la naissance de George Washington. Le marché obligataire américain est également resté fermé. L'Europe avance donc seule. Toutefois, le Stoxx 600 inscrit un nouveau plus haut aujourd'hui. Côté français, le CAC 40 évolue autour de l'équilibre sans réelle tendance, mais se rapproche encore un peu plus de son sommet historique à 8250 points, inscrit le 10 mai dernier. Et voilà, encore quelques points. Et on y sera. À l'initiative d'Emmanuel Macron, une dizaine de dirigeants européens sont réunis ce lundi à Paris. Oui, c'est une rencontre avec les pays de l'OTAN et de l'UE montée en urgence par le président français dans le but d'évoquer les défis sécuritaires et la question ukrainienne. Sur ce sujet, le président Donald Trump a entamé des négociations avec la Russie la semaine dernière et a indiqué que des pourparlers auraient lieu demain en Arabie Saoudite entre Washington et Moscou. Mais les responsables américains ont laissé sous-entendre que l'Europe ne jouerait aucun rôle dans ces négociations. Oui, dans ce contexte, l'Europe comprend qu'elle ne peut plus compter indéfiniment sur son allié américain. Oui, l'Europe comprend qu'elle a intérêt à renforcer son budget de défense pour garder sa souveraineté. Dans ce contexte, les valeurs de la défense, vous le disiez, sont en tête. En France, Thales gagne 6% en tête du CAC 40, Safran est en hausse de plus de 2% et hors indice phare, Dassault Aviation grimpe de 5%. Ouais, c'est la même chose dans toute l'Europe. À Londres, BAE Systems gagne 5%, c'est la plus grosse capitalisation sur la défense, 46 milliards, peut-être un peu plus ce soir, mais également en Allemagne. Oui, en Allemagne, Rheinmetall, le spécialiste de l'armement et de l'équipement automobile, bondit de plus de 9% en tête du DAX. Hensoldt, spécialiste de l'électronique militaire et de la défense, bondit de plus de 12%. Et enfin, Rennes gagne également 12%. En Suède, Saab, le groupe de défense, est en tête du Stoxx 600 et bondit de 12%. Ouais, côté résultat, il y a aussi les jeux avec la FDJ qui fait état d'une publication très solide. Oui, c'est la publication préliminaire en attente de la publication définitive le 6 mars prochain. Ces résultats sont supérieurs aux attentes et aux objectifs en termes de chiffre d'affaires et de marge d'EBITDA à ce stade. En revanche, la FDJ va subir un lourd impact sur la fiscalité cette année. Le titre est en hausse de 3% aujourd'hui. Voilà, ça c'était pour les actions. Qu'est-ce qui se passe, Pauline, du côté des obligations? Alors, sur le marché obligataire européen, le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,5% aujourd'hui. Le rendement français de même échéance remonte légèrement pour s'établir autour de 3,2%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite aujourd'hui à 1,0480 environ. Voilà, qu'est-ce qu'on va surveiller demain? Demain, les investisseurs regarderont l'indice ZOO allemand du mois de février ainsi que la deuxième estimation de l'inflation en France du mois de janvier. Côté micro, on attend les résultats d'Edenred et Capgemini. À suivre donc. Merci Pauline, voilà pour la tendance mon ami. Tout de suite, Planète Marché avec nos experts. Tous les soirs, 3 experts avec nous en plateau. On est ravis d'accueillir Julien Demensal. Bonsoir Julien. Bonsoir Fabrice. Responsable solutions épargne chez eToro. Alors eToro, moi j'avais dans l'idée que c'était du trading, du copy trading. Il y a
On va faire du patrimoine chez eToro désormais ? Exactement. C'est à venir. Voilà, bon. Pas de teasing, là, vous êtes... non, Pas vous aujourd'hui. pouvez rien révéler. Pas aujourd'hui. Ça commence fort. Mabrouk chez toi, je suis ravi de vous retrouver. Mabrouk, responsable stratégie marché chez Natixis IM. Bonsoir Fabrice. Voilà, avec un magnifique costume comme d'habitude. Le fils du look est passé par là. Et puis enfin, Geoffroy Lenoir. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. Co-directeur de la gestion collective chez Ophi Invest Asset Management. Tout va bien chez Ophi ? Tout va bien chez Ophi. Voilà, ça se passe c'est vrai, très bien sur l'ensemble de la gamme qui n'en finit pas de s'ouvrir et ça se passe vraiment très bien. Justement, le marché aussi, messieurs, on va décrypter ça ensemble avec, on le disait avec Pauline il y a un instant, la défense qui est en vedette avec ça fait vendre finalement ces armes. Alors, on savait qu'on était un grand pays exportateur, qu'on gagnait pas mal de devises par rapport à ça. Mabrouk, là, qu'est-ce qui se passe ? C'est finalement ce tabou, je le disais, qui saute pour financer la défense européenne. On n'aura plus cette règle des 3%. J'ai l'impression qu'on est en train de parler d'un quoi qu'il en coûte de la défense. La règle de 3% a sauté depuis très longtemps déjà, donc ça ne concerne quasiment plus aucun pays européen. Non, aujourd'hui, il y a quand même une nécessité de faire face à une réalité. J'ai presque envie de dire nécessité fait loi aujourd'hui. On sait pertinemment, avec quelque part la volte-face qu'on a eue à la conférence de Munich, de la part de l'administration américaine, disons, très clairement, vous devez vous assurer votre défense, encourageant par ailleurs, dans le même moment, acheter plus d'armes aux États-Unis. Mais en fait, le principe est assez clair. On réagit de manière, entre guillemets, tardive et dans l'urgence. Il aurait bien évidemment fallu concevoir une stratégie de l'Europe de la défense. Ça existait, ça n'existe plus. Oui. Et aujourd'hui, on essaie de combler un retard. Donc c'est un peu le problème. Et bien évidemment, la remontée finalement des valeurs de la défense, traduit ce besoin d'investissement, ce retard. Je regardais des statistiques sur la fabrication, effectivement, d'obus. C'est pas très rigolo, mais la Russie en produit 2 fois plus. Vous me direz, ils sont en guerre, mais nous, on est censé fournir des armes, effectivement, à l'Ukraine, mais on n'est pas encore, finalement, on n'a pas encore les chaînes industrielles nécessaires pour pouvoir faire face, finalement, à des conflits. C'est ça que ça dit aujourd'hui, c'est que l'Europe ne peut pas faire face. Et donc, si on n'a plus l'appui des Américains, si demain, on a de nouveau un conflit qui se déclare aux frontières de l'Europe, on ne peut rien exclure à ce stade, eh bien, ça veut dire qu'on va devoir, effectivement, à un moment donné, réarmer le pays et à un moment donné, donc, il faudrait réindustrialiser le pays. Ça rentre dans une thématique un peu plus globale, mais on n'a pas l'infra pour le faire pour le moment. Donc, il faut investir, il faut dépenser. La règle de 3%, comme je le disais aujourd'hui, il n'y a plus personne qui la respecte, et donc ça va juste aller ça va être une espèce de fuite en avant. Donc on va. J'ai l'impression que ça va être encore une excuse pour laisser filer notre déficit. Non, mais à la limite, il y a des bonnes excuses et des mauvaises excuses. Si c'est pour remplir des réservoirs de SUV comme on l'a fait en France, c'est des mauvaises excuses. Si c'est pour effectivement investir, pour assurer finalement un enjeu qui est stratégique qui s'appelle la sécurité, là effectivement c'est plutôt une bonne excuse. Donc encore une fois, tout dépend de ce qu'on fait de cet investissement et de cette augmentation de déficit. Mais là encore, c'est une fonction régalienne de l'État qui n'a plus été vraiment assurée. On n'a plus de vision stratégique, le monde change, et aujourd'hui il faut répondre à une nouvelle donne qui est une administration américaine qui est assez imprévisible. On a quand même un double affront. Non seulement l'Europe est complètement out des négociations et des pourparlers, et puis surtout c'est que la discussion autour finalement de ce cessez-le-feu et probablement d'une fin de conflit ne se produira même pas sur le territoire européen. Ça se produit en Arabie Saoudite. Donc ce qui constitue un affront supplémentaire. Ouais, c'est une espèce de camouflet, c'est vrai pour l'Europe. La vieille Europe, est-ce qu'elle va réagir Geoffroy Lenoir, on voit qu'elle se met en ordre de bataille, pardonnez-moi pour la métaphore, mais c'est vrai que c'est peut-être le moment de réagir. On a l'impression qu'on est vraiment même plus à la table des négociations aujourd'hui pour décider de quelque chose, un conflit qui se passe sur notre propre territoire. Oui, c'est souvent lorsque l'Europe est vraiment acculée qu'on voit qu'il y a des choses qui bougent. Alors là, il faut espérer qu'il y ait quand même des choses qui changent. Ça s'est produit dans le passé, lorsqu'il y a eu la crise de la dette souveraine, par exemple, ou lorsqu'on a eu la crise des subprimes. D'autres expériences historiques nous prouvent que l'Europe sait se reconstruire. Maintenant, on sait que c'est compliqué. Il y a quand même 27 pays à mettre autour de la table, donc c'est pas évident. Il y a des choses que l'Europe peut faire. Alors, il y a déjà répliqué, si jamais on a des hausses de tarifs qui s'appliquent sur différents biens dans différents pays. L'Union européenne pourra répliquer par des hausses de tarifs également envers les biens américains. Ça, c'est la première des solutions. La deuxième, c'est de négocier. C'est un peu ce que cherche à faire Donald Trump vis-à-vis de tous les pays, de tous les partenaires, vu que ce sont quand même des partenaires. Avec tous ces partenaires, ils cherchent à faire des deals. Ça, c'est vraiment la stratégie de Donald Trump. Donc là, aujourd'hui, on peut imaginer que l'Europe va essayer peut-être de rentrer sur la table des négociations et faire des deals également. Après, la troisième façon de
contourner, on va dire, ces attaques sur les tarifs douaniers, c'est d'aller chercher d'autres partenaires et d'autres partenariats avec d'autres pays que les États-Unis. Donc voilà, il y a trois biais, trois axes de réflexion que l'Europe peut avoir. C'est encore assez récent. On sait que l'Europe se prépare depuis maintenant quelques mois à l'arrivée de ces tarifs douaniers, à l'arrivée de Donald Trump. Ça fait 6 mois que tout le monde se dit qu'il est déjà président, alors que ça fait que quelques semaines. Ça passe très très vite. Donc l'Europe a eu le temps de se préparer. Maintenant, est-ce que l'Europe a les moyens de réagir rapidement? Ça, c'est une autre histoire. Oui, mais c'est vrai que sur cette question de la défense particulièrement, Donald Trump, il nous l'avait dit, c'était dans son programme, même avant d'arriver. Voilà, dès le lendemain, ça sera réglé. Alors, c'est pas le lendemain, mais on voit que quelques semaines après, c'est en train de bouger avec cette négociation. Il va quand même se mettre face à la table. On ne sait pas s'il y aura la longue table, comme avec Emmanuel Macron, avec Vladimir Poutine, mais en tout cas, ça pourrait faire bouger les lignes. Julien Nebensal, sur ce sujet de la défense et le rebond aussi des valeurs de la défense, que vous suivez évidemment. Alors, oui, j'aurais une approche un peu en perspective. Il y a à peu près 10-15 ans, les pays occidentaux, les populations ont dit le global, ça ne nous va plus tellement, on n'y trouve plus notre compte, on veut revenir à quelque chose de local. Les hautes sphères de décision étaient quand même globalement d'accord. Donc, petit à petit, on a cherché à s'occuper de nous-mêmes. L'Europe restant là-dedans la plus ouverte possible. C'est pour ça que souvent elle est présentée comme le dindon de la farce ou l'idiot du village. Voilà. Le bilan des choses, c'est qu'aujourd'hui, la dépense en armement en 2025, ça va être, je pense, l'équivalent du budget de la France ou de l'Allemagne au niveau mondial. Oui. Donc le bilan de tout ça, c'est que l'armement progresse beaucoup, très significativement. Et on l'a vu là avec si on ne l'avait pas compris avant, on l'a vu avec l'intervention à Munich. Il y a maintenant 3 pôles, les USA, la Russie et la Chine, qui souhaiteraient que l'Europe se désagrège. C'est quand même très très clair. C'est annoncé. Se désagrège carrément. Ils n'ont qu'une intention, c'est celle-ci. Ils souhaitent que les Européens leur achètent des produits, par exemple des ressources naturelles des USA, comme on est en train de le faire, puisqu'on n'en achète plus à la Russie. Mais la Russie pourrait quand même souhaiter toujours nous vendre du gaz et on serait bien content aussi d'en avoir. Les Chinois sont ravis de déverser des tas de produits, dont les voitures électriques. Donc tout ce qui est la consommation, ça leur va très bien. Mais l'espèce d'unité européenne, sa réglementation et sa défense presque de son territoire, parce que c'est l'enjeu qui s'est passé avec l'Ukraine, ça les intéresse pas. Le président américain a dit « Je suis intéressé par le Groenland, par le Canada ». C'est ce qu'il dit. La Chine, ça fait 50 ans, 60 ans qu'elle dit « Taïwan, c'est chez nous ». Et ce que Trump dit, Taïwan, on va vous le laisser, mais il faut nous donner un biscuit de l'autre côté. Enfin, comme toujours, une transaction. Ouais. Le bilan de tout ça, c'est que les dépenses militaires progressent et que la construction d'un conflit mondial, si on avait voulu écrire un livre il y a 10 ans, qu'est-ce qui doit se passer pour qu'il y ait un conflit mondial ? Tout a été écrit jusqu'à présent. C'est-à-dire que la globalisation, si je suis votre propos, elle est complètement terminée aujourd'hui. On est sur un monde multipolaire avec des pôles. Pôle l'Europe qui est en train de se désagréger complètement. Il y a plus que des artefacts parce que les Chinois veulent nous vendre des voitures, etc. Il y a toujours une idée de commerce. Le commerce n'a pas disparu, le commerce mondial. Mais la politique est celle de s'occuper des zones locales. Et s'occupant des zones locales, cherchant à gagner du territoire, gagner des parts de marché, etc., on construit un conflit global. Donc les dépenses de l'armement, si elles semblent aujourd'hui spectaculaires, et elles le sont, parce que je disais encore une fois, la dépense de la Chine, des USA, de la Russie et de l'Europe, ça doit dépasser le PIB de la France ou de l'Allemagne. Je crois que la seule dépense des États-Unis est supérieure à l'ensemble des économies mondiales. Enfin, des dépenses des différentes. C'est un peu plus de 1000 milliards. C'est un peu plus de 1000 milliards la dépense. C'est considérable. C'est la dépense américaine. C'est encore le grand 400, pays. Voilà, et ça doit être 400 ou 500 pour la Chine, un bon 300 pour la Russie, quelque chose comme ça. Et l'Europe veut peut-être arriver à 200-300. Donc la conclusion, c'est qu'on va dépenser en Europe significativement, à commencer par acheter des armes aux Américains, parce que ce qu'ils veulent, c'est la partie transactionnelle, mais il va falloir qu'on développe notre propre infrastructure, parce que justement, on ne l'a pas, les États-Unis l'ont, nous, on ne l'a pas. Et encore une fois, ça pointe vers un conflit mondial. Ouais. Ça ne pointe pas vers autre chose. Alors, vous l'avez souligné. Ça ne pointe pas vers la paix. Voilà. C'est surtout cette idée de deal maker. D'ailleurs, c'était son bouquin des années 70 à Donald Trump. On est toujours, Mabrouk Chetoine, dans cet art de la négociation. Finalement, je crie très fort, je tape très fort, quitte à revenir quelques jours après. On l'a vu sur le Canada, on l'a vu sur le Mexique, en arrière, et dire, finalement, j'ai ce que je veux, finalement, et donc...
on continue. Oui, c'est une stratégie qui est bien rodée désormais. Donc, maintenir une pression constante, finalement, en disant, je vais un peu, quand on regarde juste les breaking news, entre guillemets, il y en a à peu près toutes les heures. Toutes les heures, il y a une déclaration plus ou moins anxiogène qui va dans un sens et l'heure d'après dans l'autre sens. Donc, en fait, cette espèce d'inondation de l'environnement, des affaires économiques, financières, par justement toutes ces déclarations, a pour seul but de maintenir une pression constante, finalement, sur les partenaires commerciaux ou les partenaires économiques des États-Unis. Dans quel but? Effectivement, conclure des deals. Donc ça, c'est sa phrase préférée. We made a good deal. Donc effectivement, fantastique. On a fait un bon travail sur forcer finalement tel ou tel pays à importer plus de produits. Mais là où il est vraiment très talentueux, si je puis dire, c'est qu'il ne va pas activer les mêmes leviers finalement sur les différentes zones. C'est pas pour rien finalement qu'on n'est pas encore sous le joug des tarifs, puisque ça aura échappé à personne. Pour le moment, l'Europe est absolument absente. On a commencé dans la liste. Vous regardez juste les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, c'est Canada, Chine, Mexique, d'accord, c'est les 3 premiers. Ensuite, on a le Japon et l'Allemagne. Pour le moment, le Japon et l'Allemagne, rien. Donc, et en fait, c'est pas le bon levier. Notamment concernant l'Allemagne, c'est pas le bon levier les tarifs. Les tarifs, le bon levier, c'est justement cette pression qu'il est en train d'exercer sur le front politique, sur le front de l'armement. Et là, je pense qu'effectivement, il a tout de suite un levier qu'il peut exercer sur l'économie européenne pour justement arriver à conclure un deal. Exercer le levier des tarifs, par exemple, sur les pays d'Amérique latine, c'est pas le bon. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Immigration. Donc, on a déjà vu, effectivement, des attaques contre la Colombie, des attaques contre, effectivement, le Salvador, renvoyant, effectivement, certaines personnes dans des avions, etc. Donc, à chaque zone, effectivement, son moyen de pression, et là où il est beaucoup plus, là où on a quand même une différenciation par rapport à Trump 1.0, c'est que là il y avait une guerre bilatérale avec la Chine, avec justement uniquement la dimension tarifaire. Là, elle est non seulement multilatérale, et elle est protéiforme, puisqu'il va utiliser différents leviers, effectivement, de moyens de pression. Et c'est là où justement ça devient très anxiogène, puisque finalement on ne sait pas par quel bout il va attaquer. Alors il peut prendre des tarifs là aussi contre l'Allemagne, il se plaint toujours que les voitures allemandes sont taxées à hauteur de 2,5 et que l'Europe taxe à hauteur de 10% finalement les exportations de voitures américaines. Ça va venir, ça c'est sûr. Mais on voit bien que là, cette fois-ci, la stratégie est beaucoup plus complexe, beaucoup plus, entre guillemets, réfléchie. Et le but est très simple, maintenir une pression constante pour dire, de toutes les façons, vous allez devoir effectivement conclure avec nous, que vous le vouliez ou non. La pression constante, Geoffroy Lenoir, c'est vrai du bluff, des deals en pagaille. On a l'impression que c'est vrai qu'on compte dans le bureau ovale, effectivement, le nombre de deals, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que ça a été très bien dit juste à présent. C'est vrai que Donald Trump veut faire des deals. On a eu récemment, c'est vrai que les droits de douane sur l'acier et l'aluminium notamment, alors ça peut viser l'Europe, mais ça visait principalement le Canada. Donc c'est vrai qu'il faut voir, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec Donald Trump sur les déclarations en termes d'augmentation de tarifs douaniers. Là, aujourd'hui, peut-être que Donald Trump prend un peu de recul vis-à-vis de l'Europe, puisqu'il y a quand même le sujet de l'Ukraine, même si l'Europe n'est pas concernée, elle l'est quand même un petit peu indirectement, on va dire. Donc là, aujourd'hui, Donald Trump se concentre sur les discussions avec l'Ukraine. On parlait du Japon, vous parliez du Japon tout à l'heure. Il y a quand même eu des rencontres avec le Premier ministre japonais. Le Japon est un des partenaires privilégiés des États-Unis dans beaucoup de domaines, notamment dans tout ce qui est technologie. Et on voit que clairement, il n'y a pas d'intérêt pour les Américains à détériorer cette relation, puisqu'on a déjà beaucoup d'entreprises japonaises qui produisent aux États-Unis ou même qui s'engagent déjà à produire davantage aux États-unis. Vous avez raison, on a l'impression qu'il y a des chouchous, effectivement, qui vont être épargnés. Et il y a des partenariats qui marchent bien, donc il est en train de remettre un petit peu aussi, on va dire, de clarifier un peu les positions de chacun. Maintenant, on sent qu'il joue très personnel, de toute façon, pour l'intérêt des Américains. Ouais, justement, il est en train de jouer aussi peut-être sur les droits de douane, en tout cas, il a averti. Sur 17 000 produits dans 186 pays, voilà, les conditions d'importation vont être vues. Alors, il n'avait pas 17 000 produits, mais il a brandi un tableau, c'est assez marrant, parce qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, c'était assez archaïque, c'était un espèce de, même pas de PowerPoint. Voilà, mais vous avez raison, alors il a montré, par exemple, le Japon, les pommes, 17% s'imposent au Japon, mais 0% aux États-Unis. La Chine, les automobiles, c'est 15% d'imposition versus 2,5% pour les États-Unis. Puis il y avait d'autres choses, les produits agricoles, par exemple, 39% en Inde, 5% aux États-Unis. Et voilà, des tarifs donc non réciproques. On termine, on en parlait avec les véhicules électriques. L'Union européenne taxe à 10%, la Chine 15%, le Mexique 22%, l'Inde était à 104% sur les véhicules électriques américains. On pense évidemment à Tesla. Et Modi a dit, attendez, on va faire quelque chose, bien évidemment, en bonne intelligence. C'est intéressant parce que, encore une fois, je trouve qu'avec
avec Donald Trump, c'est un peu l'économie, pas pour les nuls, mais c'est blanc, c'est noir, c'est très simple à comprendre. Voilà, vous nous taxez, on va vous taxer. Et on s'aperçoit en creux quand même que c'est vrai que les États-Unis non plus, dans ce monde multipolaire, n'étaient pas encore protectionnistes, hein, Julien. Ils étaient parmi quand même eux, ils n'avaient pas forcément de tarifs très élevés, justement. Si on compare à l'Europe, on a un financement du système social qui tient beaucoup sur la TVA. Et donc, globalement, en Europe, on donne l'impression de vouloir taxer. Mais en même temps, on a des règles de concurrence qui sont beaucoup plus ouvertes que ce qu'on trouve aux États-Unis. Donc, c'est un sujet complexe. Ouais. Savoir si les États-Unis sont plus ouverts que... La lecture de Trump, celle-là, oui, c'est de dire, quand je regarde les chiffres, c'est ça. Mais la réalité de toutes les activités différentes, industrielles et commerciales, va montrer que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Mais là, justement, sur ce chiffre, 17 000 produits. Alors, évidemment, ça va faire tourner les moulinettes, mais on se dit, outre le choc d'inflation, ça pourrait créer, etc., ça paraît très compliqué, ou encore une fois, c'est un effet d'annonce pour que tout le monde joue le jeu et qu'on dise finalement, avant la politique du gros bâton, qu'on dise, OK, on va faire un peu plus de commerce avec vous. C'est ce qu'a dit Narendra Modi. Il a dit, nous, l'objectif, c'est 500 milliards d'ici 2030. Pour rééquilibrer, voilà, votre objectif, c'est rééquilibrer de balance des paiements, on va faire comme ça. Oui. Les États-Unis, le côté deal, justement, on l'a bien évoqué, donc c'est ce qu'ils cherchent à faire et c'est la matérialisation concrète pour que c'est effectivement très simple à comprendre. Comme ça, les Américains peuvent aussi, quand ils l'entendent, comprendre 2-3 trucs de ce qu'il est en train de faire. Mais quand de l'autre côté, ils démontent une partie du gouvernement, des agences fédérales aux États-Unis, c'est pour réadresser ce boulot à des entreprises privées. Donc on est toujours au niveau des lobbies des entrepreneurs qui sont derrière Trump. Donc tout ça, c'est juste une transformation. Il n'y a pas de rupture. C'est pas pour déglinguer ce fameux État profond. Et de l'autre côté, à partir du moment où il y aura des taxes qui répondront justement à sa logique de protection nationale, etc., qui raconte à ses électeurs, il va y avoir plus d'argent qui va être encore dirigé vers le militaire, tout en mettant la pression, par exemple, sur l'Europe pour acheter des produits américains. Donc c'est une logique qui se comprend très bien. Mais je le dis encore, ce n'est pas une logique de paix, ni de paix intérieure aux États-Unis, ni de paix au niveau géopolitique. Voilà, ce que dessine Trump, son administration, avec l'appui d'autres autocraties, pas d'autres, avec l'appui d'autocraties, pas d'autres autocraties, oui. Avec l'appui d'autocraties, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Et pour l'inflation, moi, l'inflation suit un cycle bien connu. Je ne développe pas ce point-là. On a eu un premier pic d'inflation là avec Covid et le problème de l'énergie. Normalement, les pics d'inflation se présentent historiquement par deux, séparés de 5 à 7 ans. Ça, c'est la reproduction de 250 ans d'observation des prix. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce qui nous permet d'aller du premier au second pic. Voilà, là, c'est déjà écrit. C'est-à-dire que ce qu'est en train d'organiser Trump, c'est la construction aux USA d'une inflation qui va rester prégnante et qui va encore monter. On ajoute n'importe quel problème géopolitique à ça et l'inflation repart à 5, 10, 15%. C'est à peu près la trajectoire qui est prise pour les 3-4 ans qui viennent. D'accord. À mon sens. C'est un petit peu anxiogène, effectivement. Mabrouk Chetouane, l'Europe dans le viseur de Donald Trump, c'est clair ou pas encore ou... Non, mais comme je le disais, effectivement, pas encore, puisqu'on va d'abord effectivement forcer les Européens à acheter des armes, à augmenter effectivement leur budget militaire. Et il y a un autre sujet aussi qui n'a pas été évoqué, qui est en toile de fond finalement de celui-ci, c'est bien sûr, j'allais dire NATO, mais c'est, comment on appelle ça déjà en français ? L'OTAN, pardon, excusez-moi. Je vous excuse de parler couramment anglais. Non, que les conférences, normalement, sont en anglais chez Natex 6e. Non, mais... Et donc l'OTAN, finalement, qui est, là encore, quelque chose... Trump a brandi à plusieurs reprises la menace de effectivement cesser, en tout cas de quitter progressivement finalement l'OTAN et les financements, etc., qui vont avec. Donc ça veut dire là encore plus de dépenses pour l'Europe à gérer. Donc finalement, il y a d'autres sujets avant d'attaquer finalement la question tarifaire, qui vont occuper les Européens et les Américains. Après, sur la question tarifaire, il y a quand même un point qu'il faut rappeler, et un peu théorie économique, parfois là-dedans, ça ne fait pas non plus de mal. Mettre des tarifs ne résout absolument pas un déficit commercial. Premièrement, ça a été démontré partout, dans tous les papiers, ce que vous voulez, prenez n'importe quelle littérature, et vous prenez juste même les faits empiriques. Ce qui s'est passé avec la Chine, il a mis des tarifs qui sont passés de 3% à 20%, d'accord, entre 2018 et 2020. Est-ce que le déficit commercial vis-à-vis des États-Unis a été réduit ? Non, il a augmenté. Donc en fait, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas la bonne méthode. Sauf que celle-ci, comme vous le disiez, très justement, Trump a une approche binaire, 0-1.
très facile. Donc on factorise les choses, on les réduit à 2-3 facteurs, on fait comme ça, et on n'en parle plus, c'est très simple à comprendre. Sauf que concrètement, ça ne marche pas. Il y a plein de manières, effectivement, de mettre des barrières à l'entrée. Mettez des barrières non tarifaires, ça existe, il y en a partout. En Europe, on est spécialiste d'ailleurs de ce genre de choses. On a les barrières tarifaires et réglementaires, surtout en Europe. Oui, et donc ce qu'on appelle non tarifaire, effectivement, donc une barrière sanitaire, une barrière, effectivement, environnementale, tout ça, il y a plein de façons de faire. Et Trump ignore complètement ce genre de choses de manière un peu volontaire pour ne pas complexifier le débat. Et donc, au fond, on va s'apercevoir, c'est là que je diverge un tout petit peu avec vous, sur l'inflation. L'inflation, 17 000 produits, en fait, en réalité, les produits ne vont pas exploser, les prix ne vont pas passer du simple au double. Donc, en fait, l'impact macro, finalement, sur l'inflation va être, à mon sens, un peu réduit. On a tendance à acheter cette thématique de l'inflation liée aux tarifs. On regarde ce qui s'est passé, encore une fois, empiriquement, avec la première guerre commerciale. Il s'est rigoureusement rien passé sur l'inflation. Et même les prix importés ont même baissé même durant la même période. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs paramètres. Là encore, quand on raisonne en équipe générale, il y a le taux de change qui peut jouer, il y a l'état de la macro. Personne, effectivement, n'envisage une croissance stellaire, encore une fois, aux États-Unis, pour une autre raison, c'est la politique migratoire. La croissance des États-Unis s'est faite sur une politique migratoire extrêmement puissante durant le gouvernement Biden. Et là, il n'y en aura plus. Donc là, il veut tout bloquer. Vous ne pouvez pas produire. En fait, il y a un problème, c'est que vous ne pouvez pas produire si vous n'avez pas de main-d'œuvre. C'est aussi simple que ça. Ouais. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est pour ça que je nuancerai un peu l'effet finalement inflationniste. Ça arrivera effectivement. On est dans un cycle effectivement de retour de l'inflation structurelle, mais effectivement cette question tarifaire va effectivement encore une fois nous occuper en Europe. Ok, on a également la taxe sur les services numériques, en tout cas qui est dans le viseur, la fameuse taxe GAFA, qui n'est pas si anodine. Elle a été adoptée en France en 2019. Elle rapportait à l'époque 280 millions d'euros. En gros, on taxe les GAFA qui font d'énormes profits en France. Elle est passée à 756 millions en 2024 et elle serait à près de 800 millions en 2025. Là aussi, Trump nous dit c'est pas juste. En plus, on les a taxés, ces pauvres GAFA. Alors, je trouve qu'il passe un peu sous silence le fait qu'il y a quelques années, on a taxé largement les banques françaises pour des choses. Geoffroy Lanoir, un petit commentaire là-dessus. C'est l'anecdote ou là aussi c'est le bras de fer qui continue? Oui, j'ai pas trop d'éléments là-dessus. Aura-t-on des représailles sur le Roquefort et sur le champagne, par exemple? Oui, ou sur toutes les boissons alcoolisées françaises. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est encore une façon de montrer qu'il faut faire des deals, que ce soit sur n'importe quel secteur. Alors, ce qui est intéressant, c'est comme ça vient d'être dit, c'est vrai qu'il faut faire du ciblage, en fait. Il faut vraiment voir où taxer. Et après, non, sur les GAFAM, alors c'est sûr que c'est des taxes qui sont forcément plus conséquentes parce que c'est des grosses sociétés. Et forcément, dès qu'on parle de rajouter des taxes de 1% ou de 1,5%, ça fait des chiffres assez colossaux. Donc, non, mais après, sur cet exemple-là en particulier, c'est pas forcément des choses qu'on a regardées très précisément et qui pourront avoir bien évidemment des conséquences sur le secteur dans son ensemble. D'accord. Et aujourd'hui, quand on regarde le secteur de la technologie, c'est un secteur qui se porte plutôt bien, mais on voit des décalages un peu selon les différentes, les fameuses Magnificent Seven, les 7 magnifiques américaines. On voit qu'elles ne réagissent pas forcément de la même façon depuis l'élection de Donald Trump, mais que ça reste un secteur porté énormément par l'administration Donald Trump, par Elon Musk, tout ce qui représente le fait de porter certains secteurs, de porter le secteur de l'aérospatial, notamment de la défense, mais aussi de l'automobile électrique. Donc tout ce secteur-là est porté par l'administration Trump et c'est quelque chose qui se poursuit encore. Vous avez raison, on a une administration pro-tech, on l'a vu avec Stargate par exemple, pro-défense, et qui quand même active les leviers qui sont déjà en place. Si on se souvient bien, c'est vrai, même avant l'investiture de Donald Trump, on avait une Europe dans le trou, ça je parle boursièrement, et il fallait vraiment jeter tout ce qu'on avait d'Europe par-dessus bord. Il fallait avoir de les États-Unis, d'ailleurs des flux assez conséquents jusqu'à la fin de l'année. On a l'impression que ça s'est inversé depuis janvier. Comment vous avez regardé ça chez OFIAM? Comment, en termes, là on passe sur notre partie allocation d'actifs, comment on regarde ça? Alors d'un point de vue marché, c'est vrai que le rallye sur l'Europe nous a un petit peu surpris. C'est clair que on avait plutôt une tendance assez forte sur le marché américain depuis plusieurs mois, et puis justement toute cette période préélection aux États-Unis qui a été portée par des valeurs technologiques américaines de façon assez forte. Donc toute cette dynamique s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année, et depuis le début de l'année, donc on le voit, c'est l'Eurostoxx, c'est les marchés européens, le CAC aussi, qui performent très bien. Donc je crois qu'on est à peu près à 12% depuis le début de l'année, alors que les marchés américains continuent leur progression, mais de façon assez moins importante. On est autour de 4-5% depuis le début de l'année sur le S&P 500. Nous, ce qu'on voit là-dedans, c'est que le marché a commencé à anticiper tout ce qu'on vient de se raconter ici.
un deal, enfin entre guillemets un deal, si on veut appeler ça un deal sur l'Ukraine, le fait qu'il y ait quelque chose qui se mette en place pour arriver sur un nouvel état de paix, en tout cas sur cette zone, grâce à des effets d'annonce de Donald Trump. Ça, c'est le premier point. Donc sans doute un petit peu d'optimisme sur ce front-là. Le deuxième, on le voit aussi en Allemagne, avec des élections qui auront lieu dès ce week-end, et peut-être l'espoir d'une coalition qui pourra avancer en termes de politique budgétaire, revenir sur la fameuse règle d'or. Donc ça reste bien évidemment à prendre avec des pincettes quand on voit la montée de l'AfD qui est assez forte depuis quelques semaines, mais on devrait atterrir sur une coalition qui, a priori, serait un peu plus market-friendly, comme on dit, d'un point de vue... Qui va délier les cordons de la bourse et peut-être aider un peu la... Voilà, et si on regarde la performance du DAX, ça a été tiré en grande partie par rapport à ça. Bon, alors on a une valeur comme SAP qui tire assez fortement aussi le DAX, l'indice allemand, et puis des marchés chinois qui tirent aussi, qui se sont bien repris depuis plusieurs mois. Mais on voit que le marché européen profite un petit peu de cette dynamique depuis le début de l'année et dépasse les performances du marché américain. Maintenant, si on prend un tout petit peu de recul par rapport à l'année dernière, on voit ce qui a pesé sur le marché européen, c'est surtout les valeurs françaises, le CAC 40, notamment les élections européennes, la dissolution en France, et un mois de juin qui a été assez catastrophique, mais que dans l'ensemble, l'Europe a sous-performé les États-Unis de façon assez spécifique, sur quelques éléments, notamment si on reprend ce qui s'est passé sur la France. Donc on a ce rattrapage qui est en cours, on a même parlé de remontada européenne. Julien Nebenzal, pour vous, est-ce que cette remontada est justifiée? C'est un simple rattrapage ou vraiment on a des moteurs puissants qui se mettent en action pour qui regarder notamment l'aspect technique? Et je réponds bien volontiers, mais je voudrais juste dire juste avant un point sur la taxe et les GAFAM. Oui, ça vous inspire la taxe? Non, c'est juste pour dire, ça participe des mêmes choses que je décrivais tout à l'heure. Ouais. Il y a une hégémonie culturelle et technologique des États-Unis qu'ils veulent impérativement conserver. Il y a Google s'est créé il y a 20 ans, c'est une des plus grandes entreprises du monde et elle a bénéficié du soutien du gouvernement américain de manière permanente et inconditionnelle. Et là, quand on a vu que des petits artisans chinois arrivaient à faire un chat GPT qui coûte moins cher et que des petits Français derrière disent mais nous on va faire la même chose en mieux, etc., franchement, c'est un séisme. Je pense que c'est un séisme. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour développer Google, il fallait des gens. Là, tout ce qui va être développé, c'est l'intelligence artificielle qui code. Donc ça veut dire que là où il fallait 20 ans pour faire quelque chose, quoi que ce soit, n'importe quel concept, là il va en falloir 2 ou 3. Donc plus de cerveau bien fait quand même derrière. Protéger les GAFAM, ils sont toujours là. Protéger les GAFAM dès à présent est absolument indispensable. Ça participe du même conflit d'hégémonie. Voilà, je voulais juste dire que ça va ensemble, ça ne se détache pas. Pour ce qui est de la surperformance de l'Europe, la remontada des actions européennes, en 3 points très vite fait. Le premier, il y a eu quand même une bulle à l'intérieur du marché américain l'an dernier, à mon avis, sur l'intelligence artificielle. Je ne nie pas que ça existe, bien au contraire. Mais qui n'est pas purgé, parce qu'on n'a pas fait de correction flagrante, à part ce fameux jour de DeepSeek. Une bulle qui aboutit au fait qu'elle ne caracole plus à toute allure et que du coup, d'autres font mieux. Premier point. Deuxième point, évidemment, il n'y aura pas de paix, à mon avis, du tout à l'est de l'Europe, mais le projet que les choses se tassent, qu'on reconstruise une partie de l'Ukraine, qu'il y ait du BTP, du ceci, du gaz moins cher, du cela, etc., c'est forcément des choses qui permettent de remonter un petit peu la valeur des actions européennes. C'est mécanique, c'est automatique. C'est pas la paix, hein. C'est juste que c'est autre chose qui va se passer que de s'envoyer des obus. Voilà, c'est autre chose que des obus. Donc, et c'est des choses qui vont construire un peu de profit ici ou là. Et le troisième point que je n'écarte pas, qui peut surprendre, c'est que quand tout a monté pendant tout un cycle économique, et je pense qu'on est au sommet d'un cycle économique, et si que ça dépend de ce dont on parle, mais mettons au moins un cycle court, quand tout a monté, ce qui en général monte à la fin, c'est ce qui n'a jamais pu monter avant, pour des tas de raisons qui étaient tout à fait justifiées, mais on ne sait plus trop quoi acheter. Donc quoi? Et quand on voit les mid-cap rentrer... Et donc les actions européennes se mettent tout d'un coup à performer. Ouais. C'est-à-dire que je veux bien qu'on imagine que ce soit une perspective de moyen-long terme qui vienne de commencer. C'est une logique de flux. Pour moi, je n'y crois pas. Je pense que c'est symptomatique d'un marché qui forme son sommet. Ça ne veut pas dire que les sommets sont faits. Ouais, je précise bien. Mais voilà, je n'exclus pas ce troisième point comme étant même... Donc non, je vois Mabrouk et toi qui hausse les sourcils, vous êtes dubitatif. Non, c'est pas ça. Il y a quand même
deux autres facteurs fondamentaux qu'on a tendance à oublier, mais qui sont derrière aussi cette remontée des marchés européens. Premièrement, c'est juste la croissance des bénéfices des entreprises. C'est-à-dire qu'en gros, l'an dernier, elle a été négative en Europe, il ne faut pas l'oublier, et cette année, elle est positive. Elle est attendue, en tout cas, pour être positive. Malgré une croissance pas délirante non plus. Oui, mais une croissance dont le momentum est positif. Encore une fois, je rappelle que quand on passe même d'une croissance qui est, on va dire, atone, 0,7, 0,8 à 1%, le momentum, il est positif. Le momentum attendu pour les États-Unis, c'est négatif. Donc, en gros, la croissance des earnings, des bénéfices, elle va être, certes, en augmentation, mais l'augmentation, quand vous la comparez à celle de l'Europe, c'est 2 fois moins. Donc globalement, le marché s'y trompe pas. C'est-à-dire qu'en gros, le processus de rattrapage, il y a du rattrapage. On l'a déjà vu. Dernier trimestre 2022, ça s'est déjà produit. Les performances des marchés actions européens dépassaient celles des États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'on avait ce phénomène de rattrapage. Maintenant, il y a un autre facteur qui est un peu plus structurant, qui est quand même la Banque centrale européenne. C'est-à-dire qu'en gros, on a des conditions monétaires qui sont trop restrictives en Europe. 2,75, effectivement, c'est un niveau de taux d'intérêt qui démolit l'industrie allemande et l'économie allemande, puisque c'est un secteur, enfin en tout cas une économie qui est intensif en capital. Donc vous allez avoir effectivement le marché qui anticipe justement cette décompression finalement des conditions monétaires, et ça va ajouter là aussi une espèce de respiration au marché action. Donc on a aujourd'hui finalement un momentum de croissance qui est en train de se reprendre légèrement, et la Chine qui contribue moins négativement finalement à la demande externe adressée à l'Allemagne. Donc finalement, on a quand même pas mal de facteurs qui militent pour justement une poursuite de la croissance des indices actions européens, et pourquoi pas dépasser les niveaux qu'on avait déjà observés. Je rajouterai 2 petits éléments parce que je vois tout à fait dans le même sens. On a une saison des résultats qui est en cours. On a à peu près 30% des entreprises qui ont publié en Europe, et on sent que pour l'instant, les résultats sont plutôt bons. On dépasse un petit peu les attentes, que ce soit sur les chiffres d'affaires ou sur les prévisions, sur les guidance. Donc ça, c'est plutôt positif. Et si on regarde vraiment au niveau de la valorisation, on peut dire que les marchés européens soient particulièrement chers. Je trouve qu'on doit être à peu près à 14 fois en termes de PE forward, on va être à 12 mois, on doit être à peu près à 14 fois. Aux États-Unis, on est à 22 fois à peu près, 23. Donc voilà, c'est sûr que l'Europe paraît un peu moins chère aussi que les États-Unis en relatif. C'est même les soldes en Europe par rapport aux États-Unis. Oui, mais c'était encore moins cher il y a un mois. On a commencé l'année oui, mais pratiquement au plus bas. Non, je me pose la question, et je pense qu'il nous reste quelques minutes, et je voudrais avoir vos vues, messieurs, là-dessus. Pour quelqu'un qui est investi sur les marchés, qui a souffert quand même toute l'année 2024, alors son portefeuille est un petit peu traumatisé, sauf évidemment s'il avait une poche américaine, qui a plutôt bien marché. Sur l'Europe, c'est en train de remonter. Jusqu'où ? Et est-ce qu'on est en train de se dire on est au sommet parce que finalement toutes les bonnes nouvelles, on a eu cette espèce de réalignement des planètes, ou est-ce qu'on peut encore investir sur l'Europe ? Quelle est finalement votre stratégie, votre allocation d'actifs là, alors qu'on est déjà en février 2025 ? Geoffroy Lenoir. Alors, pour faire simple, chez Ophi, on était long action américaine depuis plusieurs mois maintenant, un petit peu avant les élections américaines, et plutôt long aussi sur les actifs qui offrent du portage, alors sur la classe d'actifs obligataires. Je ne vais pas forcément m'étendre sur la classe d'actifs obligataires ici, mais en tout cas sur les marchés actions, ce qu'on peut dire à date, c'est que le marché américain continue sa progression, certes moins rapidement que l'Europe, mais on a toujours cette progression qui est là. On pense que tout ce qui est en train de mettre en place Donald Trump, c'est plutôt favorable pour les marchés actions américains en particulier. Donc même si c'est cher, on continue de travailler. Même si c'est cher, il y a toujours cette dynamique sur l'intelligence artificielle. On n'a pas beaucoup parlé, mais faut dire qu'on en parle tellement dans tous les médias que c'est comme une dynamique de fond. Et puis si on voit les résultats des sociétés, on a vu une société comme Nvidia qui se reprend encore également, qui reprend en bourse depuis quelques semaines. On a toujours cette dynamique qui est forte. Alors maintenant, en Europe, c'est vrai que là, on commence à être peut-être sur un tournant. On a les élections en Allemagne qui vont être assez importantes, quel que soit ce qu'on peut penser en termes de résultats. Ça peut être aussi un marqueur, un point d'étape aussi. D'accord, un catalyseur. De perception pour les investisseurs, notamment les investisseurs étrangers, internationaux. Il faut voir qu'aujourd'hui, les marchés, enfin les investisseurs étaient plutôt short, on va dire, étaient plutôt sous-pondérés sur les actions européennes. Donc peut-être que s'il y a une nouvelle un petit peu favorable, il faudra réduire ses positions short sur les marchés européens et peut-être entraîner les marchés européens, et notamment le DAX en tête, même si le DAX a déjà fait un beau parcours. Donc il y a peut-être encore un peu de potentiel, mais c'est vrai que ce résultat sera intéressant. Bon, d'accord. Donc l'Allemagne à très court terme à surveiller, et ça pourrait être... L'Allemagne à surveiller, et donc aussi, peut-être aussi à avoir en tête, peut-être à un moment, il faudra se repositionner plus clairement en faveur de certaines valeurs européennes par rapport à certaines valeurs américaines au cours de l'année de façon tactique. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours une décote. Julien Evensel.
sur cette stratégie. Qu'est-ce qu'on fait là pour ceux qui nous regardent, qui se demandent, qui voient leur portefeuille? Là, on n'est pas mécontent. Quand on est à 12% sur le CAC, on signe. Ouais. Moi, pour rentrer dans... l'idée pour moi n'est pas d'avoir toujours le même niveau de risque dans une allocation, de changer. Donc si je peux être à 100 pour aller à 100 en termes de risque, je vais parler des actions, pour être à 100, il faut que j'ai la conjonction d'un creux de cycle économique dans l'analyse des cycles et d'un sentiment aussi pessimiste que possible. Parce que c'est là que ma probabilité de perdre est la plus basse. Donc ça, c'est la période, on va dire, deuxième semestre 2022. Et ensuite, quand j'arrive à percevoir ce type de moment, j'ai la stratégie d'Ulysse pour traverser, c'est-à-dire je me bande les yeux pour ne surtout pas entendre les sirènes du scepticisme. Je m'attache au mât et tant pis si ça plonge ou si tout le monde me dit parce qu'en fait, tous la mourir. route, elle est pavée de signaux négatifs. Et je le sais, j'en suis moi-même, je dois non pas boucher mes oreilles, c'est une image, mais je dois être extrêmement attentif à mesurer toutes les raisons pour lesquelles ça ne doit pas monter. Parce que ça monte sur un mur de lamentation, comme on dit, wall of worries. Et le scepticisme, il n'a pas arrêté d'être là. Ça fait juste quelques mois, je dis bien, que maintenant l'ambiance est optimiste et il y a de la visibilité. Donc mon 100, qui est devenu 90 l'an dernier, va devenir 50 cette année. Il y a juste que je ne sais pas quand. D'accord. Je n'ai aucune idée de la valeur des marchés. On dit souvent les marchés aussi naissent dans le pessimisme et meurent dans l'euphorie. Et j'ai l'impression qu'on est passé, mais en quelques semaines, effectivement, Il y a 4 termes. Ouais, c'est ça. Pessimisme, scepticisme, optimisme et, c'est mal documenté, l'euphorie en termes de comportement. D'accord. Et l'euphorie n'est pas facile à percevoir, alors que les trois autres sont faciles à percevoir. Est-ce que nous sommes dans une forme d'euphorie? Je pense que c'est possible, mais franchement, je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir l'affirmer. En revanche, que nous soyons dans l'optimisme à tendance euphorique, oui. Donc, je vous dis, je pense qu'il faut réduire la voilure très significativement cette année. Il y a juste, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou si c'est en juin. Je ne sais pas si c'est avec un CAC à 8000 points ou un CAC à 9000 points. Je ne sais pas ça. Parce que je n'ai pas d'idée sur la valeur. Les actions peuvent être sous-valorisées très longtemps et peuvent tout d'un coup devenir presque survalorisées. C'est une question normative, ça. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment le comportement. Il y a une question de flux aussi. On sait qu'il y a beaucoup d'épargne en ce moment pour tout un tas de raisons. Il faut que ça... Alors, ça fait le bonheur des gens autour du plateau. On voit les encours. Non, c'est vrai, c'est assez considérable ce qui arrive. Il y a une autre question, on n'aura pas le temps d'en parler, mais c'est vrai que c'est la gestion passive aussi qui en bénéficie énormément en ce moment. Mabrouk Chebtoun, on termine avec vous du coup, sur cette stratégie ou cette allocation qu'on choisit dans ce moment, peut-être pas d'euphorie, mais d'optimisme en tout cas. En cœur de portefeuille, bien sûr les États-Unis, pour une raison très simple, ça a été évoqué, visibilité. Donc en gros, sur du moyen long terme, l'économie qui délivre, c'est l'économie américaine, et les marchés aiment la visibilité. Donc on va faire simple. Et puis tactiquement, évidemment, Europe. Donc puisque globalement, alors le mur d'élémentation, effectivement, qui était, on va dire, chargé l'an dernier, est en train de se dissiper. Donc tous les facteurs négatifs sont en train de se dissiper peu à peu. Et on retrouve effectivement une Europe. Et il y a une condition, par ailleurs, sine qua non, qui est à mon sens importante, c'est que si on parvient, et ça a été dit, l'Europe sait se construire, notamment, sait sortir du bois, entre guillemets, lorsqu'elle est dos au mur, si on arrive à construire quelque chose, des réponses fortes, à la fois aux problématiques sécuritaires, tarifaires, économiques, et même aux enjeux, finalement, ça a été répété en long, en large et en travers par les rapports Draghi et autres commissions européennes, à tous les enjeux de dépenses pour faire face, finalement, aux enjeux climatiques, aux enjeux digitaux, etc. Là, on pourra se dire, effectivement, l'Europe sait défendre ses intérêts. Et c'est ça, en fait, qui manque aujourd'hui à l'Europe. C'est une espèce de colonne vertébrale stratégique qui consiste à dire, OK, le plan pour les 10 prochaines années, c'est celui-là et pas autre chose. C'est ce que font les Américains. Dernier point sur les ETF, c'est important, la gestion passive. La vérité est au milieu, ou la vérité, effectivement, est toujours ailleurs, comme dirait l'agence Scully. Et non, en fait, le point, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Faire du 100% ETF, c'est très risqué. Faire du 100% gestion active, ça peut être très risqué aussi. Quand vous embarquez, effectivement, un portefeuille 100% ETF, vous ne pouvez pas, effectivement, vous allez prendre un drawdown. C'est-à-dire, en gros, quand les marchés décident de partir à la baisse avec, par exemple, des baisses assez fortes et assez rapides de 20%, vous ne pouvez pas diversifier. Vous êtes collé à ces choses-là. Donc, en gros, avoir finalement un mix entre gestion active et gestion passive qui permettent finalement d'avoir le meilleur des deux mondes est à mon sens finalement la bonne voie privilégiée pour les investisseurs. Très bien, écoutez, effectivement, c'est une des remarques judicieuses. On m'a dit que la gestion
passive, aller montrer peut-être ses faiblesses dans les marchés baissiers. Bon, pour l'instant, tout le monde, c'est vrai que c'est plus simple peut-être d'être investi rapidement avec ces produits. On en reparlera en tout cas dans Smart Bourse, bien évidemment. Un grand merci à nos experts du jour. Julien Debensal, responsable solutions épargne chez eToro, Mabrouk Chetouane, responsable stratégie marché chez Natixis IM, et Geoffroy Léonard, co-directeur de la gestion collective chez Ophi Invest AM. Dans quelques instants, on repart du côté des États-Unis. À tout de suite pour notre quart d'heure américain. Et dans Smart Bourse, tout de suite, on part du côté des États-Unis avec Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves. Bonjour. Correspondant américain, on s'intéresse à l'inflation qui n'est pas terrassée, loin s'en faut, et ça commence à faire désordre du côté des États-Unis. Oui, la grippe aviaire a bon dos. Les deux points que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui, c'est effectivement cette inflation américaine que l'on avait cru maîtriser. Oui. Et cette désinflation sur laquelle tout le monde comptait, à commencer par la Réserve fédérale mi-septembre, cette désinflation s'est interrompue et l'inflation est peut-être en train de se réveiller. Et c'est très important parce que cela va avoir un effet sur l'humeur des Américains, on commence à le voir, et sur le travail du Congrès et sur le programme politique des MAGA derrière moi au Capitole. Vous vous souvenez que mi-septembre, lorsque la Réserve fédérale a procédé à un abaissement de 50 points de base de son taux directeur en annonçant que la désinflation était bien partie et qu'on voulait maintenant se préoccuper des risques qui représentaient la situation pour l'emploi, l'inflation au cours des 12 derniers mois était de 2,4%. Aujourd'hui, après ce très mauvais chiffre de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier, de 0,5%, tombé la semaine dernière, l'inflation au cours des 12 derniers mois aux États-Unis est de 3%. Il s'est passé quelque chose de désagréable sur le front de l'inflation. Alors, on me dit, c'est sur vos lèvres, Fabrice, attention, janvier n'est pas un mois ordinaire. C'est un mois de rattrapage pour un certain nombre de tarifs, pour un certain nombre de loyers, et c'est vrai. Pour autant, le prix des œufs depuis un an aux États-Unis a bondi de 53%. Oui. Moi, j'aime bien les œufs et je le sens dans la facture. Et les restaurants commencent à réduire la quantité d'œufs qu'ils utilisent dans les mets qu'ils offrent sur leur menu. Et si vous retirez les produits alimentaires et les produits de l'énergie pour vous consacrer à ce fameux noyau dur de l'indice des prix à la consommation, on est sur un gain de 0,4% au mois de janvier qui nous porte l'inflation au cours des 12 derniers mois à 3,3%. Est-il nécessaire de le rappeler, l'objectif de moyen terme de la Fed est de 2%. On s'est éloigné de l'objectif à moyen terme de 2%. Et ça pose un problème à la Réserve fédérale qui, visiblement, va rester maintenant au mieux insensible à l'évolution des taux, car elle tient absolument à maîtriser cette inflation et ne pas commettre une nouvelle erreur historique. Et puis, il y a l'effet politique de cette affaire, car Donald Trump ne s'y est pas trompé. Il faut accorder à ce curieux personnage un certain nombre de qualités. Une de ses qualités premières est qu'il sent les choses, il sent l'opinion américaine et il est sans illusion sur l'importance de l'inflation comme raison fondamentale de l'effondrement de Joe Biden puis de Kamala Harris et mauvaise humeur des Américains qui a contribué à le porter au pouvoir. Si l'inflation continue de se réveiller, de gros problèmes vont s'opposer à la politique économique de Donald Trump parce qu'il a l'intention de relever les droits de douane, ce qui à court terme aura un effet inflationniste. Bien sûr. Parce qu'il a l'intention d'envoyer des signaux à la Réserve fédérale en lui demandant de baisser les taux et qu'il ne pourra manifestement pas le faire parce que ça n'est pas possible de baisser les taux dans une situation où l'inflation devient durable. Donc voilà ce qui me paraît inquiétant. Cette fameuse grippe aviaire que l'on présente comme une grande source de responsabilité de l'envolée des prix des œufs a quand même conduit à
la disparition de 23 millions de volailles rien que le mois dernier, presque autant le mois précédent. Et ça n'est pas fini. Oui, et on a vu effectivement ces images sur les réseaux sociaux avec des gens qui se photographient devant les boîtes d'œufs, des boîtes d'œufs à $10 les 10. Et quand on sait, vous l'avez signalé effectivement, que effectivement, l'inflation, c'est ce qui a fait éliminer le candidat Biden ou Kamala Harris, effectivement, Donald Trump peut s'inquiéter. Mais je pense qu'il va réagir et il va sûrement nous sortir peut-être une mesure ou un décret, un nouveau bill pour contrer cet effet. Est-ce qu'il y a déjà des rumeurs ou il prend le sujet à bras-le-corps ou pas encore ? Je crois qu'il regarde comme la Fed, et on peut faire confiance à Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, il regarde l'évolution des anticipations inflationnistes, des anticipations à 1 an, à 3 ans et à 5 ans. Et là, c'est assez frappant de voir ce qui se produit depuis 3 mois maintenant. Il n'y a plus d'amélioration de ces anticipations, et elles sont presque toutes les mêmes, autour de 3% maintenant. 3% d'anticipation inflationniste à 1 an, à 2 ans, à 3 ans et à 5 ans, ça n'est pas une bonne chose. Ça n'est pas une bonne chose pour l'électorat américain et ça n'est pas une bonne chose pour la Réserve fédérale et ça ne me dit rien qui vaille. Ouais, Pierre-Yves, une dernière question justement sur la Réserve fédérale. La Fed, on sait que Donald Trump a dit qu'il voulait tordre un petit peu le bras à Jérôme Powell. Est-ce qu'il en a les moyens ? Est-ce que ce serait possible ? Alors là aussi, le discours a évolué. Il y a cette scène incroyable qui remonte maintenant au moins à 15 jours où l'on voit Scott Bessent, qui a été un des premiers à être confirmé comme membre du cabinet du président Trump, et qui est debout dans le bureau ovale. Le président Trump est à son bureau et Donald Trump dit il faut que les taux d'intérêt baissent. Et là, Scott Bessent se lance dans une explication qui nuance considérablement le propos du président Trump et qui dit oui, ce que nous voulons faire, c'est faire baisser les taux à long terme. Alors c'est assez intelligent comme commentaire parce que c'est un moyen de contourner, pour répondre à votre question, l'impossibilité du président américain de se débarrasser de Jérôme Powell. En revanche, le président Trump a l'intention, et il l'a fait il y a encore quelques jours, d'oser commenter, d'oser donner son avis sur la tendance des taux d'intérêt, chose que les présidents précédents, depuis au moins 20 ans, 30 ans, ne font plus. Scott Bessent, en tout cas, a déjeuné il y a quelques jours avec Jérôme Powell. Les deux hommes ne se connaissaient pas. Ils ont fait connaissance et ils ont l'intention de se parler régulièrement, mais l'objectif officiel du Trésor américain est de faire baisser les taux à long terme. Good luck. On regarde également du côté de la révolution trumpienne devant les tribunaux. 4 ou 5 procédures encore en cours qui peuvent bloquer ou au contraire valider les initiatives de Donald Trump et qui rendent véritablement malades les démocrates. Expliquez-nous, Pierre-Yves. Alors, j'en ai retenu 4 ou 5, mais en fait, il y en a pratiquement une centaine. Certaines couvrent les mêmes sujets et probablement seront consolidées si ces procédures sont amenées à durer. Pour l'instant, on est dans l'urgence et dans les sursis et exécutions. Et je vais essayer de vous dresser la liste des grands sujets qui font l'objet d'un débat, en terminant par ce qui me paraît être la mère de toutes les procédures compliquées, la mère de tous les contentieux. D'abord, on a besoin de savoir quel est le pouvoir de la nouvelle administration pour fermer certaines agences fédérales. Oui. Peut-elle agir ainsi sans un ordre et un vote explicite du Congrès, sachant qu'elle a tenté de le faire par 2 mesures jusqu'à présent, lui couper unilatéralement les crédits, mettre à pied les fonctionnaires, effacer carrément de la façade du bâtiment le nom de l'agence. C'est ce qui s'est passé pour USAID. Vous pouvez passer devant le bâtiment maintenant, vous ne savez pas que USAID y était encore il y a 10 jours. Le nouveau président a-t-il le pouvoir de faire cela? C'est un juge de Baltimore, le juge Abelson, qui pour l'instant a tout suspendu en attendant de trancher sur le fond, et des auditions vont être organisées au cours des prochains jours. Deuxième question importante, la suspension de l'octroi de crédits et de subventions publiques à certains projets que Donald Trump et son nouveau meilleur ami Elon Musk voulaient mettre en œuvre de manière à vérifier que l'oncle Sam ne dépense de l'argent que dans un sens qui est conforme aux priorités politiques du nouveau président. Là encore, tout a été suspendu
Et il faut suivre ce que fait le juge McConnell dans son tribunal fédéral de Providence, dans le Rhode Island. Encore une fois, d'autres procédures évoquant les mêmes sujets sont traitées dans d'autres tribunaux, mais celle-là est celle qui est la plus avancée. Troisième sujet, la question de l'accès des hommes et des femmes qui sont dans la petite équipe du DOGE, de ce département temporaire créé pour contrôler l'efficacité des dépenses publiques. Ont-ils accès à des données secrètes? Que peuvent-ils en faire? Cette affaire est devant un juge qui est dans l'État de New York, Madame Vargas. Suspension du droit du sol. C'est moins important pour les marchés financiers que les questions que j'ai évoquées précédemment, mais c'est une chose importante. Interdiction des transgenres dans les forces armées. Voilà deux grands sujets qui font l'objet de procédures en cours. Les transgenres déjà interdits de compétition sportive. Hein. Voilà. Et dans les forces armées, dans les compétitions sportives en particulier. La question de qui... Vous savez, pour les Américains, Donald Trump, c'est aussi celui qui s'est illustré dans cette série de télévision réalité, The Apprentice, qui se terminait toujours par « You are fired ». Vous êtes viré. Il éliminait du groupe de jeunes prétendants ceux qui, à ses yeux, avaient mal fait leur travail. Oui. Il se considère comme le patron à le sommet de la pyramide du pouvoir exécutif et il exige d'avoir le pouvoir de renvoyer les patrons d'agences fédérales. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas d'accord, en particulier les personnalités concernées. Et nous avons eu au cours des dernières heures, pendant le week-end, une affaire qui a éclaté et qui maintenant est sur le dossier, sur la table du président de la Cour suprême. Il s'agit du renvoi de Hampton Dellinger. Hampton Dellinger, qui est patron d'une agence dont j'ignorais l'existence il y a encore quelques heures, qui s'appelle The Office of Special Counsel, qui a été créée en 1978 et dont l'objet est de protéger les fonctionnaires, en particulier les donneurs d'alerte. Donald Trump considère que M. Dellinger n'est pas un de ces hommes, il veut le remplacer. Dellinger immédiatement l'a attaqué en justice. Une première décision de justice est tombée qui était contre la volonté de la Maison-Blanche. La Maison-Blanche a fait appel. Et que s'est-il passé? L'appel en urgence est tombé, donnant à nouveau tort à la Maison-Blanche. Grande colère de Donald Trump qui maintenant saisit la Cour suprême de cette histoire. Et c'est très important parce que d'autres agences fédérales indépendantes risquent de voir leur statut et leur indépendance remis en question si jamais la Cour suprême venait à revenir sur une jurisprudence qui remonte à 1935. À l'époque, c'était le président démocrate Franklin Delano Roosevelt qui voulait se débarrasser d'un républicain qui était à la FTC et la Cour suprême l'en avait empêché. Très bien, ça veut dire, Pierre-Yves Dugas, c'est intéressant qu'il y a quand même des contre-pouvoirs, des choses qui se mettent en place peut-être. On n'a pas un super président omniscient, omnipotent. Le président américain a beaucoup moins de pouvoir que le président français. Il doit partager le pouvoir avec le Congrès. Et même quand le Congrès est impuissant parce qu'il est politiquement divisé, le pouvoir judiciaire a les moyens de bloquer un certain nombre de ces mesures qui sont délibérément brutales et qui arrivent en cascade de manière un petit peu à submerger l'opposition démocrate, y compris submerger les tribunaux. Ah ben voilà ce qu'on pouvait dire sur ce qui se passe outre-Atlantique. Merci Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, et à très bientôt pour un nouveau numéro du quart d'heure américain. Cette édition de Smart Bourse touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et comme la planète finance ne s'arrête jamais de tourner, on se retrouve dès demain soir, même heure, avec un nouveau panel d'experts. Très bonne soirée à tous.